Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette webconférence consacrée au sujet de la dématérialisation et de la mutualisation de la gestion des RH, organisée par AVK en partenariat avec GFI et Informatique. Donc tout d'abord un détail pratique, parce que le but de cette webconférence, vous allez voir, on aura deux présentations, mais c'est également l'interactivité, où vous pouvez poser vraiment toutes vos questions. Donc comment ça se passe? Donc vous pouvez poser ces questions via la fenêtre questions, que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar à droite de votre écran. Donc, vous verrez, c'est très simple à utiliser. Surtout, n'hésitez pas, c'est vraiment, comme je vous dis, une des finalités de notre webconférence. Donc, autre chose, dans la foulée de cette webconférence, vous recevrez assez rapidement un mail avec le lien du replay de cette webconférence qui sera également en ligne sur le site de VK. Donc, avant de vous présenter, de donner la parole à nos deux intervenants, quelques mots pour planter un peu le décor de cette webconférence. Donc, tout d'abord, de plus en plus de collectivités dématérialisent leurs process ou informations en gestion RH. Donc, ça, bien sûr, on pense à la paix, mais aussi à la gestion de carrière, au congé, à la maladie, journée de formation. Les sujets sont quand même très, très nombreux. Peu de chiffres existent aujourd'hui sur l'état des collectivités, mais en cherchant un peu, on voit quelques estimations et on voit que le phénomène s'est quand même pas mal accéléré ces dernières années. On est grosso modo à peu près la moitié des collectivités, peut-être un peu plus, qui aujourd'hui est rentrée dans cette dématérialisation et mutualisation des RH. Et à savoir que le chiffre était à peu près de 20% en 2012. Donc on voit qu'il y a une vraie accélération ces dernières années. Donc, évidemment, sans surprise, ce phénomène a surtout touché au début les grandes collectivités, mais on voit de plus en plus que des moyennes, voire même parfois des petites, sont également concernées. Ce sera aussi l'objet des présentations. Et j'ai envie de dire que ce mouvement est aujourd'hui devenu irréversible. Ça mettra le temps que ça mettra, mais le problème, c'est même plus de savoir s'il faut le faire ou pas, c'est qu'il n'y a pas vraiment le choix. Donc, effectivement, ce qui peut bloquer parfois, c'est beaucoup de contraintes. Ça, on va l'aborder également. Mais c'est aussi beaucoup d'opportunités. Donc, difficile au début, mais après, beaucoup d'avantages. J'ai envie de dire ça pour vous motiver. La principale contrainte, et ça revient très régulièrement, c'est le problème des logiciels RH qui ont de la difficulté à communiquer entre eux. Mais pareil, ça ne doit pas vous bloquer de dire rien n'est possible. Mais c'est vrai que c'est le principal problème qui revient régulièrement. Sinon, juste pour revenir un instant sur l'état des lieux, comme je vous disais, accélération ces dernières années, et c'est vrai que ce phénomène a été amplifié par les grandes régions, les regroupements de collectivités, donc les nouvelles régions, et je pense aussi aux communes nouvelles, qui étaient au début un peu anecdotiques, et aujourd'hui c'est beaucoup, et pas uniquement des communes rurales. Donc on voit qu'on est tout à fait dans ce genre de problématique. Et évidemment, les regroupements intercommunaux, qui, c'est pas un phénomène nouveau, mais qui se sont accélérés ces dernières années avec la nouvelle carte intercommunale. Donc tout ça aussi a amplifié le mouvement et pas concerné uniquement des très grandes collectivités. Évidemment, c'est le cas avec les régions, mais c'est vrai que les intercos ou les communes nouvelles, on est sur des tailles plus petites. C'est vrai que je commence à être long, donc je vais avancer vite. Évidemment, l'avantage de la mutualisation des RH, c'est d'unifier tous les logiciels RH dans votre collectivité. Et effectivement, pour toute démarche de mutualisation, on voit tout de suite que c'est les RH qui sont les premières concernées. Effectivement, ça va revenir dans vos témoignages, j'imagine, mais c'est vrai que c'est au-delà de tout le spectre qui est assez large, mais c'est vrai que c'est souvent la première question qui vient. Donc, le but de cette webconférence avec nos deux intervenants, ne vous impatientez pas, je vais vous les présenter tout de suite, c'est vraiment une présentation de retour d'expérience, donc des choses très concrètes, des choses même, j'ai envie de dire, opérationnelles. Et vous allez voir, ces deux retours d'expérience seront assez différents et en fin de compte assez complémentaires entre eux. Donc, je cesse le suspense et je vous les présente, même si vous le savez déjà, vous avez vu dans l'invitation de qui il s'agissait. Donc, tout d'abord, Mathieu Chartron, qui est directeur de la société de conseil Agora et qui est ancien DGS mutualisé des communes et comités d'agglo de Dole et de Sens.
Donc, c'est vraiment des expériences qu'il va nous relater. Il a également été DGS du centre de gestion de Saône-et-Loire. Donc, peut-être avec cette casquette-là, il y a quelques mots un peu sur les plus petites collectivités, de voir effectivement si elles se lancent dans cette démarche ou elles s'interrogent. Et j'ai envie de dire aussi que vous êtes membre du bureau de la DGCF, donc l'association des DG des intercos. Seconde intervenante, Claire Fouquier, vous êtes directrice de l'administration du personnel pôle ressources humaines de la région Île-de-France. Donc une très grosse collectivité. Juste un chiffre, vous allez vous en donner pas mal, 11 000 agents. Donc vraiment, on est une taille assez importante. Donc, j'arrête là et je donne tout de suite la parole à Mathieu Chartron, qui avant peut-être de détailler l'expérience des 2 communautés d'agglo dans lesquelles il a travaillé, va nous faire, ce que je fais mal et très rapidement, un peu cette accélération depuis un certain nombre d'années sur ces phénomènes de mutualisation et qui s'accompagnent de démat, effectivement. Mathieu Chartron. Écoutez, merci beaucoup, Philippe. Bonjour. Je suis désolé, vous voyez, je commence, je vous coupe dès le début. J'ai oublié nos petites questions, on en aura plusieurs durant la webconférence qu'on vous pose en direct. Donc, c'est un peu un état des lieux de savoir un peu à quel point vous en êtes. Donc, de plus en plus de collectivités locales dématérialisent leur process et gestion des RH. Est-ce votre cas? Oui ou non? Et je donnerai les résultats. Mathieu Chartron, désolé de vous avoir coupé dès le début. A priori, je vais recommencer, mais bon, je vous préviendrai peut-être un peu plus. C'est à moi. C'est à vous. Non, j'avais compris que c'était un bisutage. Merci beaucoup. Effectivement, moi, je me proposais peut-être de commencer par des aspects assez généraux pour après aller sur mes expériences vécues. Et il me semble quand même que la refonte effectivement des organisations territoriales, c'est bien ça qui est le prémisse du renouveau de nos processus RH au sein des collectivités. Et au sein notamment des territoires moyens, je vais plutôt m'attacher moi effectivement à évoquer les coms d'agglo, les villes moyennes et aussi les territoires plus ruraux que j'ai connus au niveau du centre de gestion. Alors une réalité tangible, ça tout le monde le sait bien, je vais passer assez rapidement, c'est effectivement un triple mouvement depuis une dizaine d'années maintenant, c'est l'apparition, 99 même si c'est plus ancien que ça, puis la rationalisation maintenant du nombre de communautés avec des fusions importantes qui ont généré là aussi des process de mutualisation. La diminution du nombre de communes, vous l'avez dit, Philippe, moins de 35 000 maintenant, avec l'apparition de communes nouvelles, et parfois même de communes nouvelles sur le périmètre d'une interco, ce qui était assez peu fréquent, et puis donc des politiques publiques de plus en plus imbriquées, et on entre maintenant dans une logique très forte de coopération, de mutualisation entre les communes et les communautés, entre les communes et aussi entre les autres niveaux de collectivités locales. Alors peut-être faire rapidement un petit rappel de la définition de la mutualisation. C'est un concept qui est encore mouvant, étonnamment, qui est en fort développement, effectivement, vous l'avez dit, avec une conception qui est encore, à mon sens, très réductrice, très financière, parfois dans le discours des élus, alors qu'on verra tout à l'heure, notamment au niveau… Ce qui fait un peu peur. Ce qui fait parfois un peu peur. Vous avez dû le voir dans les agents de vos collectivités, mutualisation, tout de suite, ça veut dire, oula, ça veut dire qu'on va nous serrer la vis. Oui, absolument. Absolument, alors qu'en fait c'est bien plus large que ça, ça peut être de vraies opportunités au niveau notamment des politiques de ressources humaines pour développer de nouvelles compétences et de nouveaux services. Et puis au niveau juridique, on n'a aucune définition précise dans le Code général des collectivités. D'ailleurs, la mutualisation ou les coopérations ne figurent pas dans le Code général. Est-ce que je peux juste vous interrompre pour une deuxième fois on a les résultats du petit sondage. Et je vous avoue, moi je suis un peu surprise que le oui a simplement 60% et non 40%. Donc ça prouve quand même qu'il y a encore… le chantier est important, disons. Il y a parfois des réticences, effectivement, j'en ai connu sur le plan politique, où parfois un maire a beaucoup de mal à confier sa politique RH en partie au président de l'interco, surtout quand ce n'est pas le même. Et ça, effectivement, ça peut relever de freins importants qu'il faudra lever petit à petit par la pédagogie. Alors, après, on a de plus en plus d'outils maintenant. On va peut-être passer au slide suivant. De plus en plus d'outils variés, avec des niveaux différents d'intégration et de mutualisation. Vous connaissez tous, je pense, depuis fort longtemps, les mises à disposition, etc., les ententes, qui sont des vieux systèmes, mais qui fonctionnent très bien. On connaît mieux maintenant, et c'est encore plus le cas depuis la loi NOTRe, on connaît mieux les mises à disposition de services, qui sont, elles, les vraies mutualisations. On va développer un petit peu tout ça. L'apparition des fameux services communs qui ont permis effectivement de mutualiser des services
qui ne sont pas reliés à des compétences, donc des services RH par exemple. Et puis effectivement, le must, entre guillemets, c'est le transfert de compétences, puisque ça suppose le transfert de personnel. Pourquoi pas arriver, c'est ce que prône l'association des DG d'Interco, à des systèmes comme l'administration locale unique, c'est-à-dire l'employeur local unique sur un territoire, ou la fusion de communes, qui est effectivement le niveau, le nec plus ultra de l'intégration. La commune nouvelle. La commune nouvelle. Ça, parce que c'est une fusion. La fusion de communes, pour moi, effectivement, commune nouvelle. C'est-à-dire que plus vous avez un niveau fort d'intégration, plus vous avez une volonté politique forte au départ de travailler ensemble, plus le processus RH sera impacté et plus les enjeux seront forts au niveau d'un SIRH et d'une gestion dématérialisée et mutualisée de vos RH. Alors, je vais peut-être passer rapidement, mais là, je vais peut-être accélérer un petit peu, on pourrait revenir sur les différents modes de coopération. Maintenant, entre, on va dire, la fin des années 90 et puis aujourd'hui, on a un panel de possibilités qui s'est considérablement élargi, qui s'est très fortement sécurisé sur le plan juridique. On peut faire des coopérations conventionnelles, donc des prestations de services payantes entre collectivités, entre communes, on le connaît depuis longtemps. On peut, là vous pouvez passer au slide suivant, réaliser des prestations de services. Les communautés urbaines, d'agglos, de communes peuvent effectivement rendre des prestations de services à leurs communes membres. On peut après, et là je vais peut-être détailler un petit peu plus, et on peut passer au slide suivant. Alors après, il existe, oui, effectivement, j'avais noté ça aussi, d'autres dispositifs spécifiques sur les polices municipales, sur les groupements de commandes, les ententes, etc. Et puis, existe maintenant, depuis les lois Chevènement, mais surtout MAPAM et nôtres, les mutualisations de services. C'est celles-ci qui vont particulièrement nous intéresser. Alors, on peut passer au slide suivant, je passe un petit peu vite, on pourra en parler après. C'est vrai que vous détaillez pas mal de choses. Savoir pour les gens qui sont intéressés, si vous faites la demande, vous pouvez trouver tous ces éléments. Que je continue, vous l'avez bien détaillé, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir tout détailler. Mais c'est vrai que je commence à m'agiter, à vous dire il faut avancer. C'est ça. Et j'ai peur que vous visitiez encore. Et il me semble que le document sera en ligne, hein, c'est ça. Ouais. Voilà. Parlons peut-être effectivement un peu plus dans le détail des mutualisations. Je pense que c'est celles-ci qui vont vraiment nous intéresser. On entend beaucoup. J'avance donc. Voilà, vous y êtes, là c'est parfait. Vous pouvez même revenir un tout petit peu en arrière. Je ne sais plus où je suis. Voilà, c'est ici, absolument. Donc les mutualisations dans le cadre intercommunal, ça c'est vraiment la collaboration, la coopération entre deux niveaux de collectivité, entre un EPCI principalement et une ou plusieurs de ses communes. C'est le système potentiellement que je citais tout à l'heure d'administration locale unique, où on pourrait imaginer, ça existe déjà dans certains territoires, hein, Strasbourg, Amiens, Brest, on pourrait imaginer que l'interco et l'employeur local unique et détient, entre guillemets, les clés de la politique RH sur l'ensemble du bloc local, c'est-à-dire commune plus communauté. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une des propositions de la DGCF, DG Interco, qui n'est pas suivie par toutes les autres associations. Il va falloir évangéliser. Il va falloir évangéliser, oui. Je crois qu'il y a une vraie mission là-dessus. Mais effectivement, et puis il va falloir théoriser, etc., parce que c'est encore un petit peu frais. En tout cas, les outils existent, c'est-à-dire qu'ils vous permettent, dans le cas d'un transfert de compétences, ce qui est repris sur ce slide, d'avoir des services partagés. Par exemple, vous avez un service des sports qui peut très bien gérer à la fois des bâtiments municipaux et des bâtiments communautaires. Ça, c'est pour répondre parfois à la dentelle un petit peu de l'intérêt communautaire. Mais on peut très bien avoir une gestion unifiée, une gestion d'un service qui gère des compétences. Hors champ de compétences, et ce qui va nous intéresser dans le cadre RH, et là vous pouvez passer au slide suivant, c'est l'apparition des fameux services communs. Là, c'est l'article L5211-4-2 du CGCT qui commence à être bien connu maintenant. Et le service commun permet, en dehors de compétences transférées, donc vraiment sur la direction générale, sur le marché public, sur les finances, tous les services transverses, tous les services fonctionnels, d'avoir une gestion unifiée portée par l'interco, c'est-à-dire que les agences seront obligatoirement gérées par l'intercommunalité, même si les dérogations sont toujours possibles, c'est souvent le cas en droit français, mais on peut avoir des services communs, et notamment un service commun ressources humaines qui peut très bien se retrouver à gérer l'ensemble du personnel ville-centre plus communauté et éventuellement d'autres communes de l'interco. Et là, on arrive effectivement, on va commencer à toucher du doigt aux problématiques des SI communs et autres dématérialisations, etc. Il y a de nouveaux enjeux. On peut passer rapidement. Des mutualisations hors du cadre intercommunal, on passera aussi, c'est un peu plus
plus rare. Ça a été créé notamment dans le cadre des instructions de permis de construire, dont je passais rapidement. Ce qui est sûr, c'est que la mutualisation des services, maintenant, commence à être quelque chose de bien vécu et de relativement ancien. J'évoquais tout à l'heure Strasbourg, on a d'autres expériences, Mulhouse, Amiens, Brest, où on est sur des expériences qui ont 20 à 30 ans, qui fonctionnent bien, avec des systèmes d'employeurs local uniques, avec des services de ressources humaines uniques. Et on est aujourd'hui, effectivement, je le disais, contraintes financières ou autre volonté de collaboration, fusion, rapprochement, dans des recherches plus poussées encore de rationalisation autour de ces phénomènes donc de collaboration et de mutualisation. Donc, quels sont les buts, juste après, à la mutualisation? Et ça, je crois que c'est la question fondamentale que doivent se poser à la fois nos élus, bien sûr, mais aussi les praticiens. C'est-à-dire que la réponse sera très différente au niveau du traitement RH si la finalité est purement financière. Mais il y aura déjà un début de réponse au niveau de la RH, puisque certains élus ne s'en cachent pas, cherchent effectivement une optimisation de la charge salariale consolidée entre les PCI et les communes membres, considérant que la charge salariale doit s'entendre au niveau du bloc local, au niveau du territoire, et donc au niveau de chacune des collectivités. Si on veut aller plus loin, ça peut être aussi un partage et un renforcement des savoirs sur le bloc local. Là, on peut commencer à mettre en place des choses très intéressantes au niveau RH, et je pense que ma collègue va aussi commenter tout ça, sur les politiques de formation, sur les politiques de savoir-faire, de montée en compétences, sur les politiques de régime indemnitaire, sur les politiques de traitement du bien-être des agents, de politique sociale, etc. Et je pense que des réponses mutualisées sur l'ensemble d'un territoire peuvent être extrêmement intéressantes, également en matière de dialogue social, par exemple. Et là aussi, un système d'information RH commun est obligatoire pour réussir ce type de challenge. Je vous interromps juste parce qu'on a une première question sur cette notion qui c'est une démarche purement financière, donc en clair de faire des économies et de dire mais souvent cette démarche coûte cher au début. Donc plus une fois, c'est-à-dire on passe pas forcément à l'acte. Oui, alors c'est des remarques effectivement que j'entends souvent, moi, que je suis plus mitigé que ça. Moi, je pense sincèrement que des phénomènes de mutualisation, lorsqu'ils sont assez volontaristes et sur la durée, forcément entraînent des économies. Ou alors, si ce n'est pas... Ça s'explique. C'est-à-dire, effectivement, il y a un coût, comme sur les démarches, je regarde Claire Fouquier, les démarches que vous faites, effectivement, au début, c'est-à-dire beaucoup d'investissement, mais la finalité n'est pas immédiate. Il y a un coût d'achat officiel, il y a un coût, effectivement, même parfois de montée en puissance du service, etc., mais qui, en fait, à mon avis, se traduit alors, soit par une économie pécuniaire, très clairement, soit éventuellement par aussi le développement de nouvelles possibilités au sein des services. Moi, j'ai vécu 2 exemples de mutualisation à Dole ou à Sens, où effectivement, à chaque fois, j'avais 2 DRH, j'avais plus qu'une DRH après. Par contre, les agents n'ont pas été noyés dans le Doubs ou dans Lyon, mais ils ont été redéployés et à leur demande, et souvent dans le cadre de mobilité choisie, donc c'est plutôt intéressant et pour développer de nouveaux services, effectivement, dans ces territoires qui parfois en manquaient. Mais il faut l'expliquer aux élus. Il faut l'expliquer aux élus, effectivement. Parce que des fois, certains élus pensent que ça va être un peu immédiat. Je ne veux pas caricaturer leur discours, mais des fois, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte qu'il faut un petit peu de temps, disons, pour ça. Oui, puis le discours économique est un discours qui n'est pas forcément très porteur. Même s'il y a une réalité, ça ne peut pas être le seul discours par rapport à une issue. C'est, je pense, en plus, sincèrement, assez réducteur. Il y a beaucoup d'autres enjeux par rapport à tout ça. Enjeux qui sont présentés dans le slide suivant. Vous faites une excellente transition. J'aime beaucoup ce schéma. Alors là aussi, il faut peut-être que les collègues qui nous regardent s'y arrêtent plus tranquillement. Mais pour moi, tout ce qui est mutualisation, ça doit rendre service, ça fait partie intégrante du projet de territoire. Voilà. C'est quelle est la place de ce projet, effectivement, de cette démarche par rapport au projet de territoire, par rapport au pacte fiscal et financier entre les communes et la communauté. C'est après quel est le redéploiement des services, quelle politique RH on souhaite et quelle présence de l'administration on souhaite sur un territoire, comment on voit les choses à terme. Voilà. Oui, ça ne tombe pas comme ça. Ça ne tombe pas comme ça. Pour moi, c'est pas un simple objet purement technique, c'est le fruit d'une vraie réflexion politique. Les RH sont au cœur du processus de la mutualisation. J'en suis intimement persuadé, alors comme les finances, etc., mais en tout cas les 2 fonctions, finance et RH, pour moi, c'est au cœur. Très difficile de mutualiser et de porter un discours auprès de petites communes, etc., autour d'un travail en commun sans parler RH. Pourquoi? Et là, à mon avis, il y a plusieurs enjeux. Il y a une dimension administrative.
Voilà, évidemment, si on commence à mutualiser des services, il y aura de la part des ressources humaines un travail important, dominant, de mise en œuvre. Il y a une dimension gestionnaire. Si vous mutualisez, effectivement, il faudra gérer de la paie, il faudra gérer des congés, il faudra gérer beaucoup plus de technicité. Il y a une dimension d'expertise. Apporter le savoir-faire d'un service RH d'une ville-centre à l'ensemble des petites communes et apporter à ces petites communes donc une expertise extrêmement forte, c'est très valorisant. Et ça, c'est le cas dans les deux agglos où vous avez été, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, ça se limite au niveau de la ville-centre et de la communauté d'agglos. On a souvent effectivement des phénomènes plutôt ville-centre-agglomération. Ce qui est extrêmement intéressant avec la mutualisation, on va dire à la française, entre guillemets, c'est qu'elle est à géométrie variable. On a des conventionnels. Donc, des communes avaient fait le choix, notamment j'ai l'exemple à Dole, de rentrer dans le système et avaient adhéré au service commun. Et d'un coup, une petite commune de 14 agents ou de 15 agents avait accès à un service RH de 13 agents et avait du coup un plan de formation, avait un spécialiste retraite, avait un spécialiste de la paye, etc. à sa disposition. D'une grande collectivité. Ils avaient le service d'une grande collectivité. Et par ce biais, ça montre ce qu'on disait au tout début, qu'aujourd'hui, par ce biais-là, des petites communes peuvent être concernées. Absolument. Et c'est là-dessus, c'est par exemple, c'est par très concret qu'on arrivera à les persuader, effectivement. Donc, une dimension politique, c'est celle-ci, effectivement, c'est tout ce travail en commun. Une dimension économique, forcément, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Quand vous dites politique, c'est le portage aussi politique C'est le portage, oui, il y a plusieurs choses. En fait, effectivement, il y a le portage. Moi, je pense que c'est une mutualisation RH, c'est un projet politique. Ça ne peut pas être seulement une volonté du DGS ou de la DRH. C'est une volonté politique et ça doit être affiché comme tel. Et en plus, vis-à-vis des communes membres, il y a un vrai discours à porter, un vrai discours de solidarité communautaire qui relève vraiment du champ politique. Moi, j'en suis assez persuadé. Donc, une dimension économique et puis une dimension managériale. C'est-à-dire que quand vous mutualisez, quand vous avez des chefs de service qui deviennent d'un coup des chefs de service de grands services, et l'ARH aura un rôle, là aussi, d'apporter des connaissances en matière de management à ces chefs de service qui prennent une nouvelle dimension dans une administration mutualisée. Pour conclure, et ce sera mon dernier slide, Philippe, moi j'avais noté quelques enjeux pour un service RH et rentrer vraiment clairement dans le sujet. Il faut faire des mutualisations le levier d'une amélioration de l'organisation et de la fonction RH. C'est-à-dire que c'est un fantastique enjeu pour que la DRH se pose des questions sur ses process internes, sur son système d'information, sur sa façon de fonctionner, sur ses valeurs, etc. C'est un challenge passionnant pour un DRH, sous réserve, et ça c'est l'enjeu un peu pénible au départ, mais bon, de l'adaptation des outils et des process. Les outils, il y a bien sûr le SI, ça c'est évident, et sans un SI RH, à mon avis, à peu près fiable et à peu près mutualisé, de fait, vous pouvez difficilement, à mon avis, aller plus loin. Il faut développer le SIRH pour anticiper la problématique de la distance. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est que d'un coup, vous avez un territoire et un service RH qui va non plus gérer une ville, mais qui va gérer parfois un territoire de 50, 60, 70 communes, parfois des territoires XXL, on connaît bien. Et là, le maire ou l'agent qui est situé à 30 km de votre service RH va dire c'est gentil, mais je perds mon service de proximité. Et effectivement, je pense que le service RH, enfin le SIRH, pardon, a un rôle à jouer là-dedans pour rompre les distances. C'est la démarche. Je pense que Claire Fouquier, vous vous retrouvez dedans, parce que même si c'est dans une seule collectivité, mais une très grande collectivité, là, ce n'est pas entre des collectivités différentes, mais c'est entre des services différents. Et la problématique est la même. Des agents des lycées en Ile-de-France, parce que l'Ile-de-France, c'est un très grand territoire. Et effectivement, c'est des agents qui sont tous gérés depuis le siège de Saint-Ouen. Donc, on a réellement cette problématique et qui se connecte avec une problématique d'accès des agents aux données qui les concernent. Donc, à la limite, le même constat, je pense. Tout à fait. Exactement. Unifier le SIRH pour anticiper les évolutions ultérieures. Et puis, il me restait, je crois, d'autres petits points. Utiliser le SI pour faire monter en expertise le bloc local. C'est-à-dire que sans SIRH, à mon avis, fiable, difficile de développer des politiques de GPEC, etc. Difficile derrière d'anticiper, de créer des stratégies territoriales véritablement porteuses en matière de RH. Et puis enfin, bien sûr, faire du SIRH un outil de gestion budgétaire sur l'avenir, un outil de prospective. Sans SIRH, à mon avis, aussi, mission difficile. Donc effectivement, c'est l'œuf et la poule. Il faut avoir un très bon SIRH pour faire une bonne utilisation et vice-versa. Voilà. Merci pour votre présentation. Avant de vous donner la parole, Claire Fouquier, je vois juste une question très pratique sur, je sens que ça a interpellé sur le fait que votre expérience n'était pas juste la commune centre
et l'agglo, on pose la question du nombre de communes qui avaient pris ce service. Alors, quand je suis parti à l'époque, on l'a mis en place depuis 2 ans, il y avait 2 communes. Donc, il y avait la ville-centre, Ouais. Une commune moyenne de 60 agents, une de 5000 habitants, et une commune plus petite de 15 agents. Et je crois que maintenant, c'est une dizaine de communes sur les 47 que comporte l'interco du Grand Dole. Donc, ça se poursuit. Ça se développe, et en fait, ça se développe au fur et à mesure des opportunités. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi la commune de 60 agents est venue au système? C'est parce qu'en fait, tout simplement, cette commune avait un agent remarquable, sincèrement, rédacteur principal, jamais malade, dans la commune depuis plus de 30 ans, qui était seul à gérer les RH. Cet agent a fait valoir bien légitimement ses droits à la retraite, et le maire s'est dit, je ne la remplacerai jamais, très clairement, je n'y arriverai jamais. Et là, il s'est retourné vers l'interco, et ça s'est passé de façon tout à fait naturelle. Sauf que la commune, je ne vais pas citer son nom, mais s'est retrouvée avec un service RH de 13 agents, c'était extrêmement intéressant. On a mis en place une permanence, effectivement, avec un système de référent au sein de la commune, qui est quand même situé à 20 km de la ville-centre, donc à 20 km des services RH. Et puis la commune payait son rédacteur principal 45 000 € entre nous, et elle s'est retrouvée à payer un service de 13 agents 26 000, parce qu'on s'est payé au réel par rapport au nombre d'agents gérés. Donc elle fait aussi une économie, ce qui a plutôt intéressé le maire. Voilà. Oui, j'imagine certaines communes, elles ont besoin un peu de retour d'expérience, de voir ça, et là c'est très concret de se dire, allez, on y va. Ça, c'est très concret. D'accord, merci. Donc, Claire Fouquier, je vous donne la parole. Comme je disais, région Île-de-France, très grosse collectivité, 11 000 agents. Et de voir finalement, on ne va pas limiter ça juste à ce phénomène, mais j'ai l'impression quand même qu'il est très important. Pour vous, le déclencheur, ça a été le déménagement à Saint-Ouen. Oui. Et effectivement, avec tout l'accompagnement qu'il y a eu, notamment, vous avez beaucoup axé sur le télétravail. Oui. Donc, effectivement, de se dire, vous avez un mot, c'est le titre même de votre présentation, hein, d'une gestion en silo, de voir qu'effectivement, c'était plus possible. Là, tout à fait. Là, ce déménagement, c'est vraiment dire, on est parti de quelque chose de très pratico-pratique. Effectivement, comment on déménage, comment on accorde de journées de télétravail des agents qui gèrent des dossiers papier, donc c'était pas faisable. Et puis finalement, derrière, on a presque découvert toute cette dimension qui s'est rajoutée derrière de mutualisation et puis les conséquences sur le SIRH, une analyse de la structure de notre SIRH qu'on ne faisait pas forcément avant, parce qu'on n'en éprouvait pas le besoin de la même façon. Tout à fait. Ok. Ben, je vous laisse, voilà, donc, oui. Là, c'est l'état des lieux. Oui, alors juste pour dire que effectivement, ce que je vais vous faire partager, c'est mon expérience comme directrice d'administration du personnel de la région sur en fait comment on est passé d'un système vraiment en silo à une mutualisation de gestion et aux conséquences ce qu'on entrevoit et qu'on voit déjà d'ailleurs sur le SIRH. Mais c'était des vrais silos, c'est-à-dire aucune communication? Alors, plus exactement, bon, comme je vous le dis, la région de France, c'est donc 11 000 agents payés, 209 élus, 190 membres du Césaire, un pôle RH de plus de 220 agents, structuré en 5 directions. Donc, quand je dis en silo, ça veut dire que quasiment chaque direction a ses propres logiciels. Dans ma direction carrière paye, on a essentiellement donc le GFI sur la carrière paye, on a un logiciel de gestion du temps qui ne gère que les agents du siège. Les collègues des 2 services RH siège et lycée ont un logiciel maison avec toutes les questions que ça pose, qui a été développé localement, qui n'est plus soutenu. Ce logiciel, effectivement, est indépendant, communique sur certains points, mais pas tous. Et le dialogue social a ses propres logiciels. Voilà, donc on est sur en fait 9 logiciels pour les 5 directions, dont la plupart ne communiquent pas entre eux. Oui, c'est le constat qu'on faisait tout à l'heure, c'est ce gros problème. Voilà. Et parallèlement à ça, c'est surtout aussi l'idée que de l'absence de mutualisation des logiciels fait aussi que chacun a ses dossiers. C'est-à-dire qu'il y a des sous-dossiers. Il y a le dossier dit unique de l'agent dans ma direction, et puis par ailleurs, il y avait des sous-dossiers. Donc, si on peut effectivement passer au slide suivant, donc chacun ses dossiers. Excusez-moi, c'est comme Mathieu Chartron, où il n'y a pas de... C'est une seconde question qu'on pose aux internautes. Quel secteur de votre organisation RH est impacté par la digitalisation? Donc, vous avez plusieurs choix, je ne vous les liste pas, vous les voyez à l'écran. Donc, voilà, je vous laisse répondre. Et je redonne la parole tout de suite à... Je vous donnerai le résultat quand il apparaîtra. Je redonne la parole à Claire Fouquier. Je ne sais pas si on a déjà le...
Non, Vous avez voilà. le résultat? Non. Non, c'est bon. Oui. Donc, je continue un peu. Oui, je vous interromprai une seconde fois, vous voyez. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, le déclencheur, vous le disiez tout à l'heure, c'est 2017. En 2017, la présidente de la région décide de transférer le siège de la région Île-de-France, qui était à Paris, à Saint-Ouen, et avec à la clé, pour les agents qui le souhaitent, 2 journées de télétravail, et puis une volonté affichée aussi de faire de l'administration de la région Île-de-France une administration 2.0. Donc, un contexte politique fortement porteur, et puis un intérêt des agents bien compris aussi par rapport au télétravail. Il faut savoir qu'actuellement, on a 80% des agents de la région Île-de-France au siège qui télétravaillent pour beaucoup 2 journées par semaine. Donc, c'est quand même extrêmement massif en l'espace d'1 an et demi. Donc, à partir de là, effectivement, la problématique, c'est comment on fait une paye chez soi quand on a des dossiers papier. Donc, en fait, tout est parti de cette question très pratico-pratique. Donc, on a commencé par faire un inventaire. L'inventaire, c'est de savoir, au-delà des dossiers papier qui étaient dans la direction, quelles autres directions avaient des dossiers parallèles et quels sont les flux qui alimentent les dossiers des agents dans la direction. Alors, on arrivait à un constat qui ne nous a pas surpris et qui, je pense, existe dans beaucoup de collectivités. On a, par exemple, le service formation qui a son propre logiciel avec des dossiers dans la GED et puis des dossiers dans des dossiers papier parallèles. On a des services recrutement. Oui, il y a le papier en plus. Il y a le papier. Voilà. Un sous-dossier agent qui est dans un placard au service formation, plus une GED intégrée dans leur propre logiciel. On a un service recrutement qui a partiellement dématérialisé avec les candidats l'arrivée des pièces. Mais en fait, ces pièces, quand ils nous les transmettaient dans la direction, c'était un dossier papier. Donc, ils rematérialisaient des documents envoyés de façon dématérialisée par les candidats. On a également, alors au sein même de ma direction, on a un service retraite qui avait fait ces petits sous-dossiers papier qui doublaient le dossier individuel de l'agent. Donc, voilà le constat, le premier constat qui a été fait. Ça ne vous a pas bloqué pour avancer? Alors non, bien au contraire. Bien au contraire. Bon, on n'a pas découvert, hein, mais ça a permis aussi de bien poser les choses et de prendre conscience tout de suite que la question n'était pas seulement de numériser le stock, mais de gérer aussi les flux. C'est ça qui est très important. La première préoccupation, c'était le stock pour le télétravail. Mais en fait, tout de suite derrière, on se dit, oui, mais alors, les flux entrants, les flux sortants, on va les traiter comment? Donc, voilà un peu le démarrage. Je vous donne les résultats. Donc, la question, quel secteur de votre organisation RH est impacté par la digitalisation? Sans surprise, la paix, hein, très loin en premier, 88%. Recrutement, 35%. Entretien annuel, 23%. Formation et développement, 42%. GPEC, 15%. Je vois une petite réaction, ça... Je pense que la paie, ça ne vous surprend pas que ça soit aussi élevé. Et sur les autres résultats, non, c'est pas très surprenant. D'accord. Je vous laisse poursuivre. Voilà, donc on peut passer au slide suivant. Alors, effectivement, le constat, c'est déjà au bout de l'inventaire, on a un dossier individuel qui, en fait, dans le ressenti, n'est pas le dossier individuel de l'agent, il est le dossier individuel du gestionnaire pour qui c'est sa propriété, qui ne le prête pas aux collègues, même dans la direction, et donc d'où les dossiers parallèles, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'on a des logiciels qui, pour certains, chez les collègues, ont des GED, mais ces GED ne sont pas connectés à Astre. Et puis, évidemment, beaucoup de documents qui, du coup, restent bloqués. Les entretiens professionnels, par exemple, depuis 2017, sont entièrement dématérialisés sur l'intranet RH, mais le document final reste enfermé dans ce logiciel qui ne communique pas avec celui de ma direction. Et on a la même problématique sur la formation. Donc ça, c'est le constat, je dirais, fin 2017, quand on a enclenché cette opération de numérisation et dématérialisation des dossiers individuels des agents. Et aujourd'hui, justement, vous en êtes à quel point? Je sais que tout n'est pas terminé, mais vous avez beaucoup avancé depuis 2017. Oui, hein, c'est donc ce qu'on va sur le slide suivant. Oui, on a beaucoup avancé. Alors l'ambition, effectivement, c'était d'utiliser la dématérialisation de ce dossier agent comme un levier pour mutualiser les fonctions RH, pour effectivement changer les pratiques, changer les mentalités, et déjà cette profonde révolution de dire, bah oui, le dossier de l'agent, c'est le dossier de l'agent, il est unique. Dans les textes, on dit il est unique, mais dans la réalité, la pratique, je pense qu'on l'a tous vécu, il était loin d'être unique. Voilà.
Donc, le SIRH 2022, effectivement, nous, on a choisi cet axe qu'il y a dans SIRH 2022 de dématérialiser complètement les processus et les documents. Et pour ce faire, on a choisi d'utiliser la GED de notre logiciel de paye de carrière. Donc, on a AstreRH à la région et on a donc acquis GECO. GECO qui est un module de AstreRH, qui est à la fois une GED et qui, on le verra après, est aussi un espace collaboratif. Alors pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que pour mes gestionnaires, on a à peu près 45 gestionnaires dans la direction, ça leur a permis de ne pas être dépaysés du tout, puisqu'en fait, ils sont restés dans leur outil de travail habituel, ils ont une arborescence et donc ils ne sont pas dépaysés du tout. Et puis, on avait aussi dans les autres directions, autres services du pôle RH, pas mal de collègues qui actuellement vont dans AstreRH avec les droits en visualisation et du coup qui connaissent l'outil et qui du coup très facilement aussi peuvent arriver dans GECO, soit en lecture, soit pour déposer des documents. Donc c'est ce choix qui a été fait de rester à travailler et de développer aussi avec GFI, parce que quand on a vu le projet au début, il y avait encore beaucoup à développer, donc je dirais qu'on développe pas mal en partenariat aussi avec eux. Juste pour réagir sur l'intitulé SIRH 2022, oui. Ça veut dire, j'imagine, que l'objectif du SIRH unique, c'est en 2022. Alors ça, c'est l'objectif de la politique de l'État. Hein. Vous savez, dans ce qui est l'administration dématérialisée, effectivement, il y a un volet SIRH 2022 qui concerne l'État, qui concerne potentiellement toutes les collectivités. Mais vous, concernant la région, quel calendrier? Alors, difficile à dire, hein, on le verra à la fin. Là, maintenant, notre problématique, et nous, c'est vraiment la structure du SIRH. Donc, on le verra, on part dans un audit. Après, qu'est-ce qu'il en sortira? C'est long, il y a des aspects financiers. On va aussi avoir les élections régionales qui vont arriver là-dessus. Donc, c'est toujours une période un peu de flottement. Donc, compte tenu de l'ampleur de ce que représente le changement d'un SIRH dans une collectivité comme la nôtre, pour moi, il paraît évident qu'on n'aura pas un SIRH parfait intégré en 2022, mais on a fait déjà avec le travail qu'on a effectué nous au niveau de ma direction, on a fait un pas en avant énorme par rapport à la situation qu'on connaissait encore à fin 2018. Je dirais. D'accord. Oui. Alors voilà la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, on a entièrement numérisé le stock des dossiers, donc 11 000 dossiers actifs en paye, 4 millions de pages qui ont été numérisées et depuis fin mars 2019, tout le stock des dossiers agents a été numérisé. En ce qui concerne les flux entrants sont gérés. Alors, soit on a encore du papier qui arrive, on lutte contre l'arrivée du papier, parce que quand on a du papier qui arrive, ben, là aussi, c'est un peu à qui ne va pas le scanner. Donc, la bonne politique est de ne pas le voir arriver. Donc, il y a ça. Donc, soit c'est du papier qui arrive chez mes gestionnaires, donc en provenance soit des agents eux-mêmes, soit des gestionnaires de l'éducation nationale qui, en fait, servent d'interface pour la gestion des agents des lycées, soit d'autres administrations. Donc là, potentiellement, on a du papier qui arrive. On a aussi des documents qui arrivent soit nativement numériques, soit qui ont été numérisés par les autres. Et c'est le cas notamment des autres services RH du pôle RH, parce que là, par contre, on a été inflexible et depuis le 15 septembre 2018, on n'accepte plus de papier entrant des autres services du pôle RH. Donc, c'est eux qui numérisent. Donc, il y a eu un travail énorme à faire, effectivement, avec les collègues directeurs et directrices. C'est pas compliqué parfois avec les services des lycées, effectivement, comme c'est pas... C'est une autre culture, c'est la culture éducation nationale. Alors, je ne suis pas du tout pour la critiquer, mais c'est pas la même culture que les différents services d'une collectivité. Et en plus, chaque lycée, peut-être, en plus, ne fonctionne pas tout à fait de la même façon que les autres. C'est des questions de personnalité. Bon, je dirais c'est un peu vrai aussi en interne, hein, mais en interne, bon, c'est plus facile, on se voit. Les personnes des lycées, c'est des gens qu'on ne voit jamais. En plus, il y a ce problème. Voilà, donc on est en train d'amorcer. En fait, c'est passé à l'origine par les gestionnaires. On a fait un sondage récemment, on s'est rendu compte que nos gestionnaires d'eux-mêmes avaient demandé aux gestionnaires de l'éducation nationale de déjà dématérialiser beaucoup de choses. Donc, on a certains gestionnaires qui ont déjà une dématérialisation à pratiquement 100%, d'autres non. Donc, c'est le travail qu'on va faire là sur la fin de l'année, d'obtenir par la persuasion, par les contacts, un taux de dématérialisation quasi intégral, en sachant qu'eux communiquent avec leur administration de façon dématérialisée. Donc après, c'est vraiment des questions de personnes. Il faut prendre le temps, mais je suis assez confiante là-dessus. Je pense que c'est vraiment l'intérêt de tout le monde. Donc ça devrait être une affaire quasiment réglée, je pense, à la fin de l'année, avec quelques récalcitrants. Mais voilà, on n'est jamais à 100%. Donc ça fonctionne pas trop mal. Là, on a un vrai sujet qui reste. Hein.
c'est donc la question de la communication des SI avec AstreRH. Alors, on a quelques sujets qui fonctionnent bien. Pour la gestion du temps des agents du siège, on a un logiciel qui permet aux agents de déposer leur demande de congé, par exemple, validée par les encadrants. Et ce logiciel est connecté à AstreRH, c'est-à-dire que la proratisation des RTT liées aux maladies, par exemple, se fait automatiquement. Donc ça fonctionne très bien depuis pas mal de temps, on n'a pas de sujet, mais ça ne concerne que les agents du siège. On a développé par ailleurs le lien entre le logiciel de recrutement et AstreRH. Donc ça devrait tourner très très prochainement. Alors là, c'est effectivement un outil formidable, c'est que les services recrutement demandent des pièces dématérialisées aux agents qui sont recrutés, mettent dans le logiciel de recrutement toutes les pièces, quelques pièces qu'ils nous rajoutent, et quand tout est prêt, il y a un workflow. Le gestionnaire voit qu'il y a un recrutement. Sur un écran, il a accès au logiciel de recrutement, et à partir de ce qu'il voit, il va créer l'agent sur Astre, avoir un matricule, et là, il appuie sur un bouton, et comme les documents ont été paramétrés, ces documents vont aller se ranger automatiquement dans GECO, dans le dossier de l'agent, la bonne rubrique, la bonne sous-rubrique. Donc, on ne se bagarre plus à savoir qui numérise, qui déplace, voilà. Donc ça, bon, il y a encore des petits ajustements techniques, mais ça va fonctionner très, très prochainement. On a 2 points noirs, je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'évaluation professionnelle, donc qui se fait dans l'intranet RH. Tout est bien dématérialisé, mais les évaluations restent bloquées dans l'intranet. Du fait que c'est un produit maison et qu'il y a eu une option de prise de ne plus les soutenir, bien sûr, on n'a pas développé des connexions. Donc, très clairement, quand un agent quitte la collectivité ou quand on a une consultation de dossier, notamment dans un cadre disciplinaire, on est obligé de réimprimer les documents pour les mettre dans le dossier de l'agent, les scanner et les mettre dans le dossier de l'agent. Donc, on les rematérialise, on les rescanne, donc on a quand même un sujet. Et puis, sur la formation, où là, on a un logiciel de formation avec une GED, avec beaucoup de documents en formation qui ne sont pas dans la GED, et donc une communication qui ne se fait pas, mais là, des collègues du service qui potentiellement scannent et déplacent le document numérique et le déposent eux-mêmes dans GECO. Donc, on a une utilisation, une mutualisation, mais qui est très lourde. Donc, la sortie du silo, parfois, est un voilà. peu La sortie du silo est difficile, il faut être persuasif, il faut négocier, ça demande un gros travail avec la DSI aussi, gros travail du métier. Donc, je dirais que GECO devient de plus en plus un outil collaboratif autour du dossier individuel de l'agent. Par contre, l'interopérabilité des SI, là, on a encore un vrai sujet. C'est quand même encore un vrai frein à une mutualisation plus complète. C'est un rôle de médiateur permanent que vous avez. Oui, surtout dans une grosse collectivité, parce que moi j'ai travaillé en commune où quand on était des RH, on gérait tout, le dialogue social, le bien-être au travail, la GPEC, les postes et les effectifs. Et là, moi je suis en fait sur un secteur qui est très limité, carrière paye, même si c'est important. Donc oui, c'est une négociation permanente avec les collègues, avec les directions, les services. Et puis ça pousse aussi à faire de l'accompagnement vis-à-vis d'agents qui ne dépendent pas de ma direction. Dans ma direction, il y a 70 agents, donc j'ai un travail énorme d'accompagnement effectivement sur ce dossier, mais il faut aussi accompagner beaucoup les agents des autres secteurs. Mais voilà, c'est un challenge, mais qui est très intéressant à relever. Voilà. Donc on va peut-être. Oui. Alors, dans l'idée collaborative, cet outil GECO dont je parlais tout à l'heure, extrêmement intéressant parce que c'est une GED, mais c'est aussi un dossier collaboratif. Alors, pour résumer le fonctionnement, et là, on va voir que numériser, comme je dis souvent, c'est pas scanner du papier. Numériser, c'est aller vers un 100% des maths. Et là, on le voit dans le schéma. Dans ma direction, on va être en 100% des maths, en flux entrant et en flux sortant d'ici la fin de l'année. Ça veut dire quoi? C'est que dans la direction, les contrats, les arrêtés et bientôt les courriers sont générés par AstreRH, par AstreVisa. Donc, l'agent de mon gestionnaire va donc générer un document. Il le dépose dans le dossier collaboratif de l'agent. Et là, donc, ce document va se charger en métadonnées qui concerne l'agent, mais aussi la typologie de document. Ça va partir dans le parapheur du métier qui sera développé en octobre. Et ça va être donc visa, signature. Et après, effectivement, le document n'a jamais été rematérialisé et reste totalement dans le processus de démat. Alors, il y a une mutualisation, un échange qui est fait actuellement par GECO TDT sur les pièces justificatives de la paye avec la DERFIP. Donc, depuis le 1er mars, on a complètement dématérialisé les pièces de paye. Et l'année prochaine, on va utiliser TDT pour la préfecture. Actuellement, on a un autre logiciel, mais on n'a pas le retour automatique dans GECO
des documents qui ont été visés en préfecture. Alors que là, on aura un retour automatique. Et puis, une vraie mutualisation avec les collègues, parce que les collègues des autres services RH qui ne génèrent pas à partir d'AST, quand ils vont faire un courrier Word classique basique, ils vont aller le déposer dans GECO, dans le dossier collaboratif de l'agent. Ça va partir dans le système de parapheur et ils auront le même bénéfice que moi, puisqu'on va avoir des pièces qui auront notamment une valeur probatoire très forte, puisqu'elles n'auront jamais été dématérialisées. Et puis, la petite cerise sur le gâteau pour nous et qu'attendent aussi les agents, c'est que ces documents, une fois qu'ils sont signés, ils vont partir vers DocaPost, qui est notre partenaire pour l'envoi des bulletins de paye actuellement. Donc, on a des bulletins de paye encore papier, mais qui vont être dématérialisés au mois de septembre. Et donc, là, DocaPost, quand il reçoit le fichier, soit l'agent a ouvert son coffre électronique, et donc il va y avoir un envoi en électronique de tous les courriers et des bulletins de paye, soit l'agent n'a pas personnalisé son coffre, et là, eux, ils vont imprimer, mettre sous l'enveloppe et faire partir. Mais ça veut dire que dans la direction, le gestionnaire, dès lors qu'il a terminé son document, ben, il ne s'en occupe plus, parce qu'une fois que j'ai signé, ça repart automatiquement dans GECO, ça part directement chez DocaPost, donc le travail est fini, plus d'impression, plus de mise en parapheur, voilà. Et donc, une mutualisation très forte de tout le process avec les collègues des autres services RH. J'ai une question sur ce que vous disiez précédemment. La question est un peu longue, mais je vais vous la poser quand même entièrement. Vous dites que vous rematérialisez les dossiers en cas de mobilité externe pour la partie entretien professionnel. Ce n'est pas le cas pour l'ensemble du DIA, point d'interrogation. Vous n'êtes pas obligé de tout rematérialiser, point d'interrogation. Alors, en fait, c'est ce qui se passe. Là, je disais, on est obligé de rematérialiser l'évaluation dans la mesure où elle est dans un autre logiciel et on n'a pas de transfert numérique. Après, ça pose la question effectivement du départ de la collectivité. Alors, pour le moment, pour des raisons techniques, parce qu'on attend une dernière version de GECO qu'on n'a pas encore, on n'est pas en mesure de faire un transfert numérique vers les autres collectivités. Il faut savoir que tout ce stock qu'on a numérisé, on ne l'a pas détruit. Donc, les départs qu'on a eus depuis le début de l'année, clairement, on a regardé les flux entrants. On a rematérialisé les quelques courriers qu'il y avait, on les a mis dans les dossiers papier et on a transmis le dossier papier à l'autre collectivité. Mais on espère, dès qu'on va avoir la V5 de GECO, pouvoir faire une transmission dématérialisée de la totalité du dossier. Alors après, ça pose une autre question, c'est à l'autre bout, les collègues qui vont avoir une version dématérialisée et qui eux-mêmes ne sont pas en dématérialisation vont se trouver confrontés à un sujet qui est très clairement de réimprimer tout ce qu'on leur a transmis de façon numérique. Et puis même s'ils ont un système qui est effectivement dématérialisé, comment tout ça, ça va se parler, comment on va réinjecter, c'est quand même un grand vide dans le travail et dans la réflexion qui est faite même au niveau de l'État. Je pense que là, il y aurait eu une réflexion plus poussée à avoir. Je ne suis pas sûre non plus qu'au niveau des ministères, tout se passe bien non plus quand il y a des mobilités. Donc, il y a un sujet important là-dessus. Je vous avoue, là, il va falloir qu'on accélère un petit peu pour pouvoir... Voilà. Alors, juste donc, effectivement, ça pose la question de quel SIRH pour demain. Le SIRH, il est confronté à deux défis. D'avoir une architecture qui permette, en fait, comme je disais, une interopérabilité entre les logiciels et puis aussi l'ouverture du SIRH vers les agents eux-mêmes qui maintenant voudraient accéder à leurs documents comme on accède à la sécurité sociale ou à la CAF le week-end chez soi à 23 h. Et avec l'intégralité. Voilà. Et avec l'intégralité. Alors, on a en fait sur le SIRH, nous pour le moment, on a joué l'interopérabilité, notamment par rapport au recrutement, mais ça a un coût qui est important. Ça mobilise beaucoup la DSI et le métier. Et puis surtout, on a la problématique de nos logiciels métiers. Donc, en fait, si on passe au slide suivant, on est plutôt actuellement dans une réflexion de se dire est-ce qu'il ne faut pas reconstruire un SIRH autour des vraies fonctions cœur de l'ARH que sont la gestion des effectifs, des postes, la GPEC, la carrière, la paye, et puis quitte à avoir un certain nombre de briques fonctionnelles à côté, à condition de s'assurer de l'interopérabilité, ce qui veut dire quand même aussi à un moment de veiller aux aspects juridiques et RGPD, parce que plus on va ouvrir à beaucoup de gens dans la collectivité qui vont pouvoir aller sur les logiciels, et plus il faut être rigoureux dans les droits d'accès, et exactement la même procédure par rapport aux agents. Donc sur ce plan-là, on a donc lancé un audit qui démarre à la région pour savoir effectivement quelle infrastructure il faudra retenir dans l'avenir. Alors peut-être sur le slide, la partie agents, alors là effectivement, c'est un vrai sujet aussi. Je le disais, les agents, ils voudraient accéder comme ils accèdent à la CAF ou à la sécurité sociale à tout moment.
Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, effectivement, c'est de ne pas envoyer à la fois aux prestations sociales la déclaration de naissance de l'enfant pour avoir le chèque naissance, et puis chez nous pour avoir le supplément familial de traitement, mais nos logiciels actuellement ne communiquent pas. On a un vrai sujet global qui n'a pas été traité pour le moment, c'est la signature. Le contrat, il faut toujours la signature de l'agent, et pour le moment, il n'y a pas de signature électronique en tant que particulier, ça n'existe pas, donc on est obligé de rematérialiser. Et puis l'accès aussi au dossier, qui se heurte aussi, là aussi, on parlait du dossier agent, les textes n'ont pas changé. Vous êtes un agent, vous voulez consulter votre dossier, il faut faire une demande. C'est-à-dire que demain, même si techniquement vous pouvez le faire, je ne vous donnerai pas accès librement à votre dossier, puisque la loi prévoit que l'agent fait la demande de consultation de son dossier. Donc voilà un peu la situation où on se trouve actuellement. Donc pour conclure, effectivement, on a fait un bond en avant très très important depuis début 2019, je dirais. Donc la dématérialisation du dossier, ça a été un levier formidable pour mutualiser avec les autres services RH, pour changer nos pratiques et puis notre vision des choses. Mais très clairement, on est sur un écueil qui est le fait qu'au sein même de la région, et là on n'est pas dans le problème que soulevait le collègue de communication de SI qui n'ont aucune raison a priori de communiquer puisqu'ils étaient indépendants, même dans une collectivité, la construction du SI n'a pas été faite à l'époque pour que ça communique, puisqu'en fait derrière on faisait du papier. Donc ça c'est un vrai sujet. Et puis dans ma direction à proprement parler, c'est potentiellement un changement de paradigme. Pourquoi? Parce que on a été moteur de cette dématérialisation à travers le dossier de l'agent, et on voit bien dans le cadre des échanges qu'on a entre collègues que là on commence à se dire mais est-ce que on va pas plutôt construire le cœur du réacteur, même plus sur les postes et les effectifs, mais plutôt sur la GPEC d'ailleurs. Donc ça peut être un changement assez important de notre fonction à nous. On est un peu le centre parce qu'on est la carrière à la paye, comme c'était le cas dans les collectivités il y a 10, 20 ou 30 ans, à passer à autre chose, ce qui effectivement peut remettre en cause un peu notre façon de faire. Mais bon, je dirais, on évoluera là-dessus comme on a évolué sur le reste. Donc voilà un peu comment ça se passe, mais effectivement, on a fait un grand bond en avant depuis le début de l'année. Côté calendrier, c'est fin de l'année, fin 2019, des maths de toutes les RH. Oui, alors fin 2019, on aura une démat totale des flux entrants sortants, c'est-à-dire des courriers sortants, de tout ce qui vient dans le dossier agent. Et puis, effectivement, tout ce qui est recrutement qui est géré de façon dématérialisée par un autre logiciel, la formation aussi. Le seul problème, après, effectivement, c'est que le dites-le-nous une seule fois ou l'accès pour l'agent pour qu'il trouve tout, ça restera impossible parce que les logiciels ne communiquent pas, et ce sera encore plus complexe de concevoir un accès direct pour l'agent sur 2, 3, 4 logiciels différents. Donc, une étape importante, mais pas suffisante, si je puis dire. C'est ça. On a merci beaucoup, une troisième question à poser aux internautes. Donc, je vous pose, quelles sont les attentes de vos collaborateurs vis-à-vis du digital? Donc, vous avez plusieurs choix que vous voyez à l'écran. On vous laisse répondre. Et moi, je commence à avoir quelques questions à l'écran, notamment une réaction sur le portage. Vous en avez tous les deux, portage politique, vous en avez tous les deux parlé, bon, un petit peu différemment. Et c'est pas tellement une question, finalement, c'est plus une réaction. On me dit, dans ma collectivité, je n'ai pas de soutien du DGS et cela ne nous aide pas. Donc, parce qu'on a parlé de différents portages, j'ai envie de dire, parce qu'on a parlé du portage politique dans certains cas, donc vraiment des élus, dans le portage aussi des fois du DGS. Alors tout dépend de la taille de la collectivité, parce que dans une très grosse collectivité, c'est important aussi d'avoir le portage du DGS. Portage, peut-être pas le bon terme par rapport au DSI, parce qu'on sait qu'une fois, ça bloque aussi, ils sont sursollicités et c'est pas forcément leur priorité. Donc, c'est peut-être aussi le rôle du DGS de dire à la DSI, là, il faut que vous avanciez, hein, vous n'êtes pas un État dans l'État. Je sais pas comment vous réagissez sur cette question. Alors, tout dépend effectivement de la taille de la collectivité. Mais c'est vrai que Mathieu Chartrand, tout à l'heure, vous aviez insisté aussi sur le côté, l'aspect politique, le portage, ça va commencer aux élus, mais des règles, dans certains cas, au sein même de la collectivité,
DGS, le DGS aussi, parce que des fois, c'est des projets, il faut que le DGS s'implique aussi sur ces. Ah, vous, on n'a pas de doute, vous l'étiez, vu ce que vous nous avez raconté. Ça me semble évident, effectivement, qu'il y a une volonté politique, après il faut bien la mettre en œuvre, et puis c'est le rôle du DGS, effectivement, et puis de son comité de direction de la mettre en œuvre. Donc, le DGS a un rôle de chef d'orchestre, quand l'élu a un rôle de grandes orientations et de portage. Mais le DGS a un rôle éminemment important, parce qu'effectivement, il y a la problématique de la RH à faire évoluer, mais autour de la RH gravitent bien évidemment d'autres services qui seront impactés de toute façon par ces process, notamment les finances et puis notamment la DSI. Et puis c'est un projet d'administration, ça fait partie intégrante d'un projet d'administration au sens noble du terme. Donc effectivement, c'est quand même, à mon avis, au DGS d'impulser, de donner le ton et puis donner la marche à suivre, un calendrier, ça me semble évident. Difficile à mon avis de faire une mutualisation, une démat DRH sans une volonté affichée de l'élu et puis en du DGS. Oui, des fois il y a cette image un peu, je sais pas comment dire ça, on va dire réductrice, de dire que c'est un sujet technique, donc à la limite ça ne me concerne pas directement. Je suis un peu caricatural en disant ça, mais oui, on a parfois des fois ce type de réflexion, et à mon avis c'est une erreur. Appliqué sur ces sujets. Alors nous, c'est un petit peu différent. À la région, il y a effectivement une volonté très affirmée d'une administration 2.0. La région Île-de-France travaille beaucoup sur l'idée d'une smart région. Donc c'est vraiment une problématique qui est très relayée aussi par le DGS qui s'investit beaucoup sur ce sujet-là. Après, vous le dites très bien, la dématérialisation RH, c'est de la technique. Et je pense qu'à l'échelle de la région Île-de-France, pour le DGS, c'est technique. Donc, j'ai initié, pour des raisons, je disais, tout à fait pratiques, avec le soutien très effectif de ma DGA sur le sujet. Mais quelque part, à partir du moment où ça tourne, voilà, le travail. Alors, la DSI dépend directement du DGS, mais je dois dire que j'ai pas eu besoin, en fait, d'activer le levier du DGS pour que ça tourne. Donc, voilà, contrairement à ce qui peut se passer quand on est sur des mutualisations entre collectivités ou à une autre échelle, je dirais que c'est une petite chose à l'échelle de la région Île-de-France alors, même si moi, à mon échelle, c'est énorme, mais c'est une petite chose à l'échelle de la région Île-de-France que de dématérialiser 12 000 dossiers et de faire en sorte que la RH soit dématérialisée. Donc, c'est un petit peu différent, même si ça s'inscrit évidemment dans l'idée d'une administration dématérialisée. Autre chose, effectivement, quelle que soit la taille de la collectivité, des fois, c'est puissant, je ne sais pas comment dire ça, mais je sais qu'on a des défis qui nous regardent, mais des fois, effectivement, ça peut être parfois un État dans l'État aussi, donc même s'ils ont des bonnes raisons, des fois, ils sont, comme je disais, sursollicités, et tout est toujours prioritaire, tout est toujours urgent, mais c'est vrai que là, il y a besoin je parlais de médiateur tout à l'heure, et c'est peut-être aussi des fois des gestes qui est vraiment des fois de... Moi, ce que j'ai vu plusieurs fois et ce qui m'a choqué, puis j'ai beaucoup appris en menant ces différents chantiers de mutualisation, y compris au centre de gestion, c'est une problématique encore un petit peu différente, c'est que parfois on se méprenait sur le rôle de la DSI et sur le rôle de la DRH dans ce type de phénomène. Pour moi, celui qui est à l'origine de la demande, celui qui sait qualifier le besoin, etc., c'est bien la DRH. Après, la DSI aide, met en musique, adapte la taille des tuyaux, enfin, etc. Mais quand même, le service qui rédige le cahier des charges, qui est vraiment demandeur, qui est vraiment le praticien, etc., c'est bien la DRH. Et j'ai vu parfois dans certaines collectivités qui voulaient mutualiser les services RH, la DSI va s'en occuper. C'est sûr qu'effectivement, les choses n'avancent pas. Et je pense qu'il y a vraiment un vrai travail collaboratif. Alors, quand il est naturel au sein d'une seule entité, comme l'exemple de Pierre Fouquier, fantastique. Quand effectivement il y a beaucoup de structures parce qu'on mutualise avec d'autres collectivités, etc. Là, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un rôle de DGS, d'impulsion, de coordination, un peu plus de chef d'orchestre à apporter. Mais en tout cas, cette notion de collaboration, à mon avis, elle est essentielle. Effectivement, je pense que nous, on le vit typiquement à la région de France. En fait, il y a eu un changement un peu de pratique où le nouveau DSI a souhaité, et je pense qu'il a entièrement raison là-dessus, que la maîtrise d'ouvrage relève bien du métier. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout inné. Et effectivement, je vous rejoins, c'est-à-dire que dans la mesure où le métier s'empare du sujet, nous, on a été par ailleurs aidés par un très bon assistant maîtrise d'ouvrage, on avance. C'est-à-dire que moi, j'étais dans un contexte qui n'était pas favorable parce qu'au moment du déménagement, vous imaginez transférer le siège à Saint-Ouen, équiper en ordinateur portable tous les agents de la région pour qu'ils puissent y travailler. C'était au même moment où je lançais mon projet de dématérialisation. Donc, effectivement, ce n'était pas une priorité d'ici, mais la partie maîtrise d'ouvrage nous incombe. Je pense que vous avez entièrement raison. Il y a trop de collègues qui considèrent
que le numérique, c'est un problème DSI. Et ça, c'est un des gros freins aux transformations de l'administration, parce que dès lors qu'on dit numérique, c'est pas nous. Voilà. Donc ça conditionne vraiment le succès de l'initiative. J'ai une question, toujours une réaction sur ce sujet du portage politique. Là, idem, dans ma collectivité de 150 agents, alors je pense par rapport au constat qu'on avait fait tout à l'heure, dans l'autre question qu'on avait, je n'ai aucun portage politique et aucun portage non plus du DGS. Quelqu'un de malheureux. La DEMAT est un dossier complexe. Ici, je suis dans une commune de 9000 habitants. Vous voyez, ce n'est pas une question, c'est un constat. Bon, ça conforte un peu ce qu'on disait tout à l'heure, que bon, il y a encore, dans pas mal de cas, il y a encore beaucoup de boulot. Une autre question, pour la démat des actes administratifs, avez-vous fait appel à des renforts? Alors, renfort, je ne sais pas si ça veut dire renfort en interne ou en externe. Je pense, oui. Oui, alors nous, on avait 4 millions de pages à dématérialiser, donc c'est une entreprise privée, évidemment, qui s'est chargée de la numérisation du stock. Pour 4 millions de pages qui ont été numérisées. C'est pire que le grand débat. Voilà, mais beaucoup de pages qui... Enfin, il y avait aussi un peu nettoyage des dossiers à faire avant de numériser. Donc, c'est un travail qui a duré 7 mois. Donc, un gros travail, effectivement. Alors là, j'ai une autre question. Nous nous servons des fiches de paie pour transmettre des informations RH papier et le journal de communication interne à tous les agents, notamment ceux qui ne sont pas informatisés, agents des espaces verts par exemple. Est-ce votre cas? Et si oui, comment avoir géré ce besoin d'information ne pouvant être satisfait par la diffusion via les fichiers de paye papier? Alors en fait, c'est très précis, hein, désolé. En fait, quand on envoie les fichiers de bulletins de paye qui sont, c'est des PDF, hein, on peut envoyer des annexes. Et donc, c'est effectivement le prestataire qui va ajouter les annexes au bulletin de paye. Alors, soit dans l'enveloppe, quand on est en envoi papier, soit avec le bulletin de paye numérique qui va mettre l'annexe numérique. Il faut juste que l'annexe soit un format qui soit lisible en format papier ou en numérique. Mais en soi, c'est pas compliqué. J'avais une autre question, mais on arrive à la fin. Alors, c'est plus un constat. Donc, je vous le cite si vous voulez réagir peut-être super vite, parce qu'après, je vais me faire gronder. Donc, c'était une réaction un petit peu, ce que vous l'avez dit à 2 reprises, sur le discours de la région sur l'administration 2.0. Et effectivement, la remarque, c'est de dire le discours de l'État, comme de nombreuses collectivités, insiste beaucoup. On parle beaucoup de cette administration 2.0. Et cela en interne comme en externe. Hein. Et là, la remarque, c'est derrière les mots, il faut expliquer et accompagner les agents. Attention aux slogans trop simples. Je ne sais pas si vous partagez ou pas. C'est pas quelqu'un qui est opposé à ça, mais c'est de se dire, c'est vrai qu'on l'emploie beaucoup. Vous, à la région, vous avez des centres de gestion sur les élections professionnelles. On a fait un vote électronique à 100%. Nous aussi. C'était intéressant, beaucoup de débats, effectivement, beaucoup de craintes. Il faut accompagner, il faut de la pédagogie, il faudra du temps. Effectivement, c'est une révolution silencieuse, mais essentielle, le numérique, c'est sûr. Oui, nous, on a accompagné beaucoup. Mais là aussi, quand on est sur des telles révolutions dans les procédés, hein, en fait, ce qui compte toujours, c'est de construire avec ses agents et surtout de leur montrer dès le départ où est leur intérêt à eux. C'est-à-dire que nous, très clairement, c'était facile. 2 jours de télétravail, effectivement, c'était facile. Il ne faut pas leur montrer l'intérêt qu'il pourra y avoir, à la limite, pour l'administré, pour les élus. Ce n'est pas leur première préoccupation. Dès lors que vous arrivez avec le doigt sur ce qui est un avantage pour l'agent, pour le gestionnaire, ça facilite énormément. Et puis les associer à tous les groupes de travail, à tous les choix stratégiques, et auquel cas, ça se passe sans heurts dans les faits. C'est très pragmatique, c'est un bon conseil. Je me rends compte qu'on a la dernière question, on ne vous a pas montré les résultats. Je ne sais pas si on les a. Donc, la question a été, quelles sont vos attentes, les attentes de vos collaborateurs vis-à-vis du digital? Première possibilité, gain de temps lié au processus administratif, 92%. Ce n'est pas une totale surprise, j'imagine. Nomadisme et télétravail, 58%. Assez élevé, hein, quand même. Hein. Oui, c'est élevé. Oui. Et accessibilité, 31%. Meilleure adéquation entre besoins des agents et de l'organisme, 60. Ah non, c'est inversé, je suis désolé. L'accessibilité, je m'en mets les pinceaux, 77. Et meilleure adéquation entre les besoins de l'agent et la structure, l'organisme, 31%.
Pas de surprise, et notamment ce chiffre très élevé de 92. Donc voilà, c'est le moment de se quitter. Donc j'en profite pour vraiment vous remercier beaucoup tous les deux. Bon, il y a plein de petits points qu'on n'a pas pu aborder. C'est vrai que vous parliez de centre de gestion, on aurait pu faire un peu, mais bon, 1 heure, il a passé 1h30. Oui, on en fera une prochaine. Donc vraiment un grand merci à vous deux, et merci aussi à notre partenaire GFI Informatique. Très bonne journée à tous, et à très bientôt donc pour une suite. Merci beaucoup.